La fausse couche, une perte douloureuse aussi bien physiquement qu'émotionnellement, surtout pour les femmes qui le vivent plusieurs fois. Quelles sont les causes des fausses couches? A-t-on la possibilité d'enfanter après avoir fait plusieurs fausses couches? Comment prévenir ce mal? Autant de questions dont nous tenterons d'apporter des réponses tout au long de ce nouveau programme de Zoom Santé. Oui, nouveau, madame, monsieur, parce qu'il s'installe avec de nouvelles rubriques, notamment l'actu santé et la chronique du docteur. Dans un instant, nous allons recevoir nos différents panélistes, juste le temps de cette respiration. Docteur Kemayo Ultrich, gynécologue obstétricien, un inconditionnel de ce programme. Bienvenue, docteur. Bonjour, merci. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau de Foyo Africa. C'est un plaisir pour nous aussi parce que nous attendons encore notre prochain invité et ne va pas tarder à faire son entrée. À présent, nous prenons l'actu santé concernée, du moins qui concerne l'ensemble des informations sanitaires sur le continent. L'actualité sanitaire, madame, monsieur, cette semaine concerne l'éradication du ver de Guinée où le docteur Manaouda Malachi, le ministre de la Santé du Cameroun, lance un appel à la solidarité renforcée à l'occasion de la 28e réunion de revue internationale des programmes d'éradication du ver de Guinée qui s'est ouverte en N'Djamena le mardi 8 avril 2025. Le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, a livré un message fort au nom des délégations étrangères. Il a salué la coopération régionale et internationale tout en appelant à un engagement renouvelé face à la baisse des financements. On regarde. Réunis en N'Djamena le 8 avril 2025, dans le cadre de la 28e réunion de revue internationale des programmes d'éradication du ver de Guinée, les acteurs mondiaux engagés dans l'éradication de la maladie ont réaffirmé leur engagement face aux défis persistants. Dans son allocution, le ministre camerounais de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, représentant des ministres et chefs des délégations étrangères, a mis en avant l'importance de la collaboration transfrontalière et intersectorielle. Ensemble, nous avons la capacité de faire de cette éradication un autre triomphe historique pour nos pays africains et pour l'humanité tout entière. Le ministre a salué les efforts du gouvernement tchadien, du Carter Center, de l'OMS et de l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Il a également alerté sur les conséquences de la baisse des financements mondiaux qui pourraient mettre en péril les avancées enregistrées dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Il n'est pas superflu de rappeler ici les défis importants que la baisse de plus en plus criarde des financements au niveau mondial pose pour la préservation des résultats de santé si durement acquis au fil des années. Cette conjoncture, si elle n'est pas maîtrisée, pourrait gravement mettre en péril l'agenda mondial sur les maladies tropicales négligées. Le Cameroun, a-t-il rappelé, poursuit ses efforts à travers des investissements dans l'accès à l'eau potable, la sensibilisation communautaire et la mobilisation de ressources domestiques. Cette réunion annuelle ouverte par Mme Alla Mai Alina, Premier ministre chef du gouvernement au nom du président tchadien, s'est conclue sur une note d'espoir avec l'assurance que l'éradication du ver de Guinée reste possible si les efforts restent conjugués. Et à l'occasion de la Journée internationale de la santé célébrée cette année sous le thème « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir », les projecteurs se tournent vers une réalité alarmante au Gabon. La persistance des taux élevés de mortalité maternelle et infantile. Les précisions avec Elundou. Alors que l'Organisation mondiale de la santé rappelle que près de 300 000 femmes dans le monde perdent la vie chaque année suite à des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement, le Gabon n'échappe pas à cette tragédie. Selon les chiffres, des résultats de la 3e enquête démographique de santé 2019-2021 donnée par le ministre de la Santé le 7 avril, le pays affiche un ratio de mortalité maternelle de 399 décès pour 100 000 naissances vivantes.
un chiffre bien supérieur à la moyenne souhaitée. Du côté des nouveau-nés, la situation n'est tout aussi pas rassurante. La mortalité néonatale atteint 18 décès pour 1000 naissances vivantes, soit un chiffre préoccupant, alors que, a rappelé le ministre de la Santé, le plan national de développement sanitaire 2024-2028 ambitionne de réduire ce taux à 12 décès pour 1000 naissances vivantes et la mortalité maternelle à moins de 129 pour 100 000. Des données qui illustrent un écart encore important entre les réalités actuelles et les ambitions nationales. L'amélioration de la santé maternelle et infantile, pourtant au cœur des priorités sanitaires, semble freinée par de nombreux facteurs, entre insuffisance d'infrastructures de santé dans les zones rurales et pénurie de personnel qualifié, voire retard dans la prise en charge des urgences obstétricales. Il faudrait donc agir. Le thème choisi par l'OMS résonne d'ailleurs comme un appel à l'action plus qu'un simple slogan dans un pays où donner la vie peut encore représenter un risque mortel. Merci à vous, Elundo. Et parlant de l'introduction à la médecine traditionnelle et holistique, les étudiants de Douala à l'école de l'OCMH. Dans un contexte où la médecine traditionnelle est désormais régie par une loi spécifique au Cameroun, le docteur Borono Okogo Jacques-Edouard, président fondateur de l'Organisation des chercheurs et médecins holistiques, a dispensé un cours d'introduction à la médecine traditionnelle et holistique aux étudiants et futurs techniciens médico-sanitaires. Ce cours organisé à Douala fait suite à l'adoption de la loi portant réglementation de la médecine traditionnelle au Cameroun, un tournant important pour l'intégration des pratiques traditionnelles dans le système de santé national, tel que le démontre ce récit. La loi sur la médecine traditionnelle, promulguée en décembre dernier, a légalisé et encadré les pratiques traditionnelles en matière de santé, dans l'optique de renforcer l'efficacité du système de soins au Cameroun. En réponse à cette nouvelle législation, l'Organisation des chercheurs et médecins holistiques, sous l'égide de son président, le Dr Borono Okogo, a, en date du 8 avril, inculqué aux étudiants et futurs techniciens médico-sanitaires de Douala les bases solides sur la médecine traditionnelle et holistique, tout en soulignant l'importance de cette intégration dans le système de santé officiel. De la compréhension de la loi sur la médecine traditionnelle à la maîtrise de l'éthique et de la déontologie, passant par les bases de la médecine traditionnelle et son intégration avec la médecine moderne, l'unité d'enseignement à la fois théorique et pratique a permis de fournir à ses apprenants les connaissances et compétences nécessaires pour travailler dans le cadre de la médecine traditionnelle et holistique, en harmonie avec les pratiques médicales modernes. Une occasion pour le Dr Borono de souligner que la médecine traditionnelle n'est pas seulement une solution de traitement, mais un processus complet de guérison qui prend en compte le corps, l'esprit et l'âme du patient. Selon lui, la médecine holistique est le futur de la médecine car elle considère l'individu dans sa globalité plutôt que de se concentrer uniquement sur les symptômes. On rappelle, la loi sur la médecine traditionnelle récemment adoptée présente un tournant majeur pour le système de santé au Cameroun. Elle permet non seulement de légitimer les pratiques ancestrales, mais aussi d'encadrer et de professionnaliser les praticiens et guérisseurs. L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le Pasteur Network Afrique, organise 2 importantes réunions de niveau international du 14 au 16 avril 2025 à Abidjan. Et pour avoir plus d'éléments, écoutons ce reportage. La première réunion du 14 au 15 avril 2025 sur la surveillance des eaux usées aura pour thème « Renforcement de la surveillance de la santé publique en Afrique », mise en place d'un réseau complet de laboratoires pour la surveillance des maladies infectieuses en Afrique et plus spécifiquement des maladies entériques. Elle vise à valider la portée de l'analyse situationnelle, en assurant l'alignement entre les parties prenantes de 10 instituts du réseau Pasteur à travers l'Afrique, à savoir l'Algérie, le Cameroun, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Maroc, le Niger, le Sénégal, la Tunisie et Madagascar. La deuxième réunion du 15 au 16 avril 2025 du réseau Pasteur Afrique portera quant à elle sur le renforcement de la collaboration régionale et la surveillance de la santé publique pour un système de santé résilient en Afrique. Il s'agira d'une part de mettre en place une feuille de route stratégique du réseau Afrique pour les 5 prochaines années et d'autre part de renforcer les capacités institutionnelles et l'accès au financement.
Le Pasteur Network est une alliance de plus de 30 instituts qui jouent un rôle essentiel dans la réponse aux défis de santé mondiaux par la science, l'innovation et la santé publique. Le réseau se distingue par sa diversité et sa large couverture géographique qui s'étend sur 25 pays sur les 5 continents, favorisant une communauté dynamique de connaissances et d'expertise. Les activités du Pasteur Network sont guidées par 4 piliers stratégiques. La veille et préparation aux épidémies avec un accent sur les maladies sensibles au climat, la recherche, le développement et l'innovation, les communautés de connaissances, la gouvernance et l'équité. Qui met un terme à l'Actus Santé dans ce programme de Zoom Santé. Madame, Monsieur, on reçoit notre sage-femme, la majeure maternité à l'hôpital Padre Pio, c'est à Douala. Vosap Gladys, bienvenue. Merci Justine, merci. Bonjour à vous, chers docteurs. Bonjour, chers auditeurs et téléspectateurs. Avec vous, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Qu'appelle-t-on fausse couche? Alors, on va définir la fausse couche comme un arrêt spontané et involontaire de la grossesse, et ceci avant le terme de 28 semaines d'aménorrhée. Ça, c'est pour le cadre du Cameroun, parce qu'il faut le dire, à l'extérieur ou dans des pays occidentaux, le terme de la grossesse ou alors le terme de viabilité fœtale est estimé entre 22 et 24 semaines. Mais chez nous, au Cameroun, on parlera de fausse couche lorsque la grossesse est arrêtée de manière involontaire, je précise bien, avant 28 semaines d'aménorrhée. Bien précisé. J'espère que tous ceux qui sont à la maison nous écoutent attentivement. Docteur, on a dit dès l'entame de ce programme que c'est un événement douloureux, aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Est-ce qu'il y a des chiffres qui démontrent à suffisance ce mal, tant à l'échelle nationale que peut-être à l'échelle continentale? Okay, merci Justine pour la parole et pour la question. En fait, il faut dire que les fausses couches, autant pour moi, ce sont des événements qui sont très malheureux, mais bien qu'ils soient malheureux, il faut dire que à chaque fois qu'on arrive à une naissance vivante, on peut dire que c'est une chance entre guillemets. Parce que la majorité du temps, toute grossesse qui est conçue peut arriver. On dit que dans environ 70% des cas, on a des fausses couches. Alors, il peut y avoir des fausses couches qui sont même méconnues par la patiente. Ça veut dire que vous avez eu un rapport qui est fécondant, même avant que les règles n'arrivent. Vous faites une fausse couche sans vous en rendre compte. Donc, pas des fausses couches ultra précoces. Donc, de façon générale, on dit que dans la population générale, on a 15 à 20% de la population générale qui pourra faire une fausse couche. On dit aussi que, selon les chiffres, effectivement, les études qui ont été menées, qu'une femme sur 2 fera ou a fait une fausse couche durant sa période active. Vous voyez que c'est environ 50%. Donc, ce n'est pas un sujet banal. Donc, quand une femme vient en consultation parce qu'elle est alimentaire, pleure, elle fond à l'âme parce qu'elle a fait une fausse couche, c'est dû de la réconforter. Mais quand une grossesse arrive à la naissance, peut-être qu'elle a eu à faire des fausses couches sans s'en rendre compte. Donc, c'est dû, mais si on l'explique bien les statistiques, elle accepte la nouvelle plus facilement. On croit ou à écouter les statistiques que vous donnez, elles ne sont pas négligées, comme vous le dites. Mais est-ce que, contrairement peut-être au temps ancien, est-ce qu'il y a une augmentation des fausses couches? Ou alors... Oui, en fait, vu les études et vu nos habitudes alimentaires, surtout nos habitudes alimentaires avec les perturbateurs endocriniens, il faut dire qu'il y a une recrudescence des fausses couches et surtout la consommation de façon non contrôlée des médicaments et aussi des pilules. On s'est rendu compte que les fausses couches augmentent, l'incidence des fausses couches augmente au fil des années. Justement, avec ces perturbateurs endocriniens. Voilà. Maintenant, on va donc vous poser la question de savoir qu'est-ce qui peut donc provoquer ces fausses couches. C'est vrai que... Alors, les causes des fausses couches, on peut énumérer plusieurs causes de fausses couches, mais pour mieux comprendre cela, nous avons fait l'effort pour expliquer à ceux qui nous écoutent, aux auditeurs, téléauditeurs, on va les regrouper en plusieurs paliers. Oui. La fausse couche, la principale cause des fausses couches, ce sont les fausses couches qui sont d'origine génétique. La première cause, on dit que l'origine de la fausse couche est embryologique. Vous savez, l'embryon, c'est le produit de la fécondation. Donc, la première cause, surtout au premier trimestre, à 80 à 90%, la cause de la fausse couche est embryologique. Ça veut dire que ce qui va entraîner l'arrêt et l'expulsion du produit de conception,
c'est au niveau du produit conceptuel lui-même. C'est ça qu'on dit que la cause est embryologique. Le plus souvent, quand ce sont des cas comme ça, vu que pour confirmer le diagnostic de la cause génétique, il faut faire des examens hyper poussés. On n'a pas encore le plateau technique à notre niveau. D'habitude, on prélève les débris ovulaires qui doivent être envoyés à l'extérieur pour faire les analyses. Et le coût est très élevé. Donc, comme nous savons de façon générale que la première cause est d'origine embryologique à 90%, 80-90%, le plus souvent, quand une femme vient consulter pour fausse couche, on essaie d'éliminer les autres causes qui représentent 10%. Alors, c'est quoi ces causes-là? Alors, si on a éliminé une cause qui est d'origine embryologique, on peut avoir des causes d'origine anatomique. Alors, l'anatomie renvoie à l'appareil génital de la femme et à l'utérus. Alors, il peut y avoir des cas où on a une malformation de la cavité utérine. L'utérus, c'est l'organe qui est responsable de porter la grossesse après fécondation. Alors, si vous avez une malformation de la cavité utérine qui peut être congénitale, ça veut dire que la jeune femme qui consulte, elle est née avec ça. C'est par exemple les utérus qui sont cloisonnés. Ça veut dire que vous avez un utérus, mais il y a comme un fragment, un septum qui divise l'utérus en deux. Ça réduit la lumière de l'utérus, ce qui va empêcher à la grossesse d'évoluer. Ça peut être la cause d'une fausse couche. Ça, c'est pour les malformations d'origine congénitale. Alors, il peut y avoir des causes de malformations d'origine acquise. Ça veut dire que vous n'êtes pas né avec cela, mais au cours de votre vie, elle s'est développée. Par exemple, il y a le cas des myomes, par exemple. Si vous avez un myome qui est endocavitaire, alors qui est sous la muqueuse endométriale, ça peut empêcher l'implantation du produit de conception, qui peut être à l'origine des fausses couches. Par exemple, il y a également les polypes. Oui. C'est pour les causes d'origine anatomique. Dans les causes d'origine anatomique aussi, on met à l'intérieur aussi les traumatismes. Les accidents de la circulation peuvent être à l'origine des fausses couches. Dans les ménages où il y a des échanges avec élévation de ventre, le monsieur et madame, oui, qui peut aller jusqu'au coup de poing, ça peut être une cause de fausse couche par exemple. Alors, après les causes traumatiques, nous avons les causes immunologiques. Il y a les maladies auto-immunes. Ça veut dire que l'organisme à lui-même développe les anticorps qui vont empêcher la grossesse d'évoluer. Le plus fréquent, c'est le syndrome des anticorps phospholipides qui empêche la grossesse d'évoluer. Il y a les anticorps nucléaires, les anticorps à ADN qui peuvent empêcher la grossesse d'évoluer. Ça, c'est les maladies auto-immunes. Oui. Il y a maintenant les maladies allo-immunes. Le principal responsable, c'est l'immunisation Rhésus. Ça veut dire que si je prends un exemple tout simple, si vous êtes par exemple de groupe sanguin A et Rhésus négatif, et que dans un passé lointain, vous avez fait une fausse couche qui est passée inaperçue, et que l'enfant, là, comme c'est un embryon, et on n'a pas donné naissance, donc on ne peut pas savoir le groupe sanguin de la fausse couche que vous avez par le passé, on n'aura jamais son groupe sanguin. D'où l'importance de ces examens prénuptiaux qu'on sait souvent avant de se mettre donc, en cours. Comme on ne connaît pas le groupe sanguin de la fausse couche qui s'est passée, si l'enfant, l'embryon autant pour moi, était des résus positifs, l'organisme peut développer les anticorps contre ce résus positif-là. Oui. Donc, la prochaine grossesse qui arrive, il peut arriver que, comme il avait développé les anticorps contre le résus positif, si la prochaine grossesse est encore résus positif, il peut considérer que la grossesse qui arrive est comme un étranger. Il va l'attaquer la grossesse, il va détruire la grossesse. Là, on parle des immunisations Rhésus. Alors, une fois qu'on a parlé des causes immunologiques, il y a les causes infectieuses. Nous sommes en territoire endémique avec le paludisme, qui est une cause infectieuse, notamment les parasites. En ce qui concerne les causes virales, on a le VIH, on a le cytomégalovirus. Ça fait partie des examens qu'on demande durant la visite préconceptionnelle et consultation prénatale. Il y a l'herpès virus également, qui est une cause. Il y a la rubéole, qui sont des virus. Maintenant, pour les bactéries, c'est essentiellement le mycoplasme, le chlamydia, qui peut être les causes de fausses couches. Donc, après, on a parlé des causes génétiques, on a parlé des causes immunologiques, des causes traumatiques, et des causes infectieuses. Il y a les causes endocriniennes aussi. Parfois, on n'en pense pas, on n'en pense pas beaucoup, mais ça arrive. Il y a des femmes qui viennent pour consulter pour les fausses couches. Ça, c'est le plus souvent des fausses couches à répétition. Elle a fait 2 ou 3 fausses couches. Et lorsque vous faites les explorations et les examens, vous vous rendez compte qu'il y a une élévation, par exemple, de son taux de prolactine qui est une cause de fausse couche, par exemple. Ça peut être une cause de fausse couche. Elle peut avoir une diminution
un dysfonctionnement de sa thyroïde. On parle des hypothyroïdies qui sont les causes de fausses couches. Ça, c'est les causes endocriniennes majeures. OK? En dehors de ça, il faut dire également, et ça c'est la chose qu'il faut surtout préciser aux femmes qui viennent consulter, c'est que à 50 à 70% des cas, une fausse couche peut être inexpliquée. Ça veut dire qu'elle vient consulter, on a balayé tout, on a recherché les causes, on ne voit rien. Donc là, c'est la fausse couche inexpliquée. D'accord. Major, vous également, vous les côtoyez quotidiennement, ces femmes? Oui. Nous les recevons fréquemment, et généralement quand elles arrivent, beaucoup ne savent pas qu'elles sont en train de faire des fausses couches. Comme le docteur a mentionné tout à l'heure, il y a des fausses couches qui arrivent de façon inaperçue. Et puis quand elles arrivent à l'hôpital, c'est au cours de l'investigation qu'on se rend compte effectivement qu'elles sont en train de faire une fausse couche, au travers de tous les examens qui seront prescrits par le médecin consultant ou le gynécologue. Mais à ces femmes-là, quels sont donc les signes que vous voulez leur, comme ça élucider de manière à ce qu'elles essaient un peu d'être attentives, les signes pouvant témoigner d'une fausse couche? Alors, en première intention, généralement, lorsqu'une femme est enceinte, beaucoup d'entre elles ne sauront pas d'emblée qu'elles sont enceintes. Elles seront en train d'attendre les prochaines règles et généralement, elles vont commencer à avoir du sang en caillots. Du sang en caillots, en plus peut-être de l'aménorrhée, pour celles qui suivent attentivement leur cycle menstruel. Et puis lorsqu'elles vont arriver à l'hôpital, d'autres vont se plaindre de crampes abdominales, les douleurs un peu comme les menstrues, mais de façon beaucoup plus intense. Et généralement, elles peuvent voir du sang en caillots ou alors des tissus. Pour celles-là qui ont déjà expulsé une partie du produit de conception à la maison, elles verront une sorte de membrane ou même le fœtus parfois dans le bidet ou dans le slip et tout ça. Et généralement, c'est ce qui va les amener à l'hôpital. Pour celles-là qui ont beaucoup saigné à la maison, elles se plaindront également de vertige. Donc voilà, entre autres, les 3 signes qui peuvent expliquer une fausse couche. Les signes majeurs. Les signes majeurs, effectivement. Maintenant, on a des femmes qui ont aussi témoigné. C'est vrai que lors de la production de ce programme, on a quand même sondé quelques-unes qui parlent de ces os qui arrivent, un peu comme si elle allait, pour celles que le fœtus a déjà quand même un peu évolué. Elle dit que pour elle, c'était un peu comme si elle avait perdu sa poche des os. Comment donc un peu expliquer cela et surtout nous situer pendant le cycle de la grossesse, quelles sont les périodes qui sont les mieux indiquées, si je peux parler ainsi, de l'apparition des fausses couches? Comme j'ai dit tout à l'heure, à la définition de la fausse couche, on parlait de fausse couche jusqu'à 28 semaines de grossesse. Oui. Donc, ce n'est que dans cet espace-là qu'on parlera de fausse couche. Et forcément, à cet âge-là, la poche des os est déjà formée, le placenta est déjà bien formé, le fœtus aussi est déjà présent dans son sac. Maintenant, il faut faire la différence entre cette fausse couche-là et la présence d'un œuf clair. Parce qu'il y a aussi cette situation d'œuf clair où la femme a tous les symptômes de la grossesse, elle ne voit pas ses menstrues, elle a les signes de grossesse et tout ça, mais en fait, il y a un sac embryonnaire qui est formé, mais sans fœtus à l'intérieur. C'est un peu comme un œuf sans jaune d'œuf. Sans jaune d'œuf, voilà. Et généralement, c'est une grossesse qui n'évolue pas et va s'en suivre l'expulsion. Et généralement, dans ce cadre, ça s'éclate. Elles vont ressentir de l'eau qui coule. Et puis, quand on va faire l'échographie, on ne verra pas de produit de conception. Et puis, on va faire ce qu'il faut pour expulser le sac gestationnel. Maintenant, dans le cadre où il y a le fœtus, où il y a une fécondation, il y a un fœtus qui grandit et tout ça, certaines femmes perdront effectivement les os, la poche des os va se rompre, il y aura un liquide qui va couler. Et si elle ne se rend pas rapidement à l'hôpital, ça va suivre avec le sang et tout ça. Bon, généralement, comme c'est encore au tout début, elle ne prête pas souvent attention. Parfois, ça peut se confondre avec les urines et tout, ce qui fait qu'elle reste encore un peu à la maison jusqu'à ce qu'elle voie du sang et en caillots. Et puis, elles vont courir à l'hôpital et c'est dans ce cadre-là qu'on constatera en fait qu'elle est en train de faire une fausse couche. Bien compris. Docteur Kemayou, je veux qu'on revienne un peu sur cet élément. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des femmes qui sont sujettes à faire les fausses couches à répétition. Et dans notre contexte, on a très souvent assimilé cela à des pratiques un peu occultes. Mais vous dites que c'est explicable. Je veux qu'on revienne un peu sur cet élément-là.
vous parlez des facteurs, je crois, endocriniens, si je ne me trompe pas, pour mettre en avant le fait qu'il y a des femmes qui sont sujettes à faire des fausses couches à répétition. Ok, merci Justine pour la question. Mais avant de vous répondre, je vais essayer d'apporter un peu plus à ce que ma collègue a expliqué. Un peu de l'eau à son moulin. Voilà, effectivement, en fait, il faut dire que elle a bien défini les fausses couches en fonction du contexte, que ce soit en Afrique, parce que la définition selon qui est l'arrêt de la grossesse jusqu'à 28 semaines, ça c'est la définition qui est retenue en Afrique, la Société africaine des gynécologistes, ça qui est retenu. C'est surtout vu notre plateau technique. Mais en Occident, ils vont de 22. L'arrêt de la grossesse est avant 22-24 semaines. Mais chez nous, on pousse un peu plus haut parce qu'on n'a pas encore les moyens sophistiqués. On espère que ça va arriver. Et nous aussi, on va revenir à 24 semaines. Mais il faut dire que la définition des fausses couches et surtout la stadification tient compte de l'âge de la grossesse. Oui. Alors, si les fausses couches les plus fréquentes, ce sont les fausses qui surviennent entre la 6e et la 14e semaine. Oui. Là, on parle le plus souvent des fausses couches précoces. Parce qu'avant 6 semaines, on parle des fausses couches ultra précoces. Entre 6 à 14 semaines, on a environ 80% des fausses couches surviennent durant ces périodes-là. Maintenant, au-delà de 14 semaines, là, on parle des fausses couches tardives. On est entre 10 et 15%. Donc, le plus souvent, en ce qui concerne la fréquence, le plus souvent entre 6 et 14 semaines. Donc, une fois que je l'ai dit, il faut également dire que le plus souvent, comme elle a si bien dit, les femmes qui viennent consulter et qui disent que docteur, j'ai perdu les os, ça peut être un œuf clair, mais le plus souvent aussi, ce sont les fausses couches tardives. Ça veut dire que vous avez bien dit aussi, ça veut dire que le fœtus est formé et il y a le liquide amniotique, le liquide dans lequel l'enfant vit. Oui. Effectivement, le plus souvent, l'enfant est formé, donc c'est fausses couches tardives et la fausse couche commence à se matérialiser, à s'extérioriser par la perte des os. Ouais. Ensuite, les douleurs peuvent survenir et les petits saignements. Maintenant, si je reviens à votre question concernant les fausses couches à répétition, il faut dire que les fausses couches à répétition, premièrement, on définit cela comme toute femme ayant eu plus d'une fausse couche, qu'elle soit consécutive ou non. Ça, c'est la définition selon la Société européenne de la reproduction. Ouais. Donc, 2 fausses couches égale fausse couche à répétition, selon la Société européenne. Maintenant, selon le Collège national des gynécologues obstétriciens français, ils vont jusqu'à 3 fausses couches. Mais ça, il faut qu'elles soient consécutives et qu'elles surviennent avant 14 semaines. Mais selon les nouvelles conventions de 2002 de la Société européenne de la reproduction, c'est 2 fausses couches égale fausse couche à répétition. Maintenant, une femme qui vient consulter, qui vient nous dire, en conversation avec le docteur, depuis que je tombe enceinte, ça se termine toujours par des fausses couches. La première des choses, c'est que on essaye de rassurer la femme et on l'explique tout ce que je vous ai expliqué plus haut, c'est que il existe des causes de fausses couches. On va essayer d'explorer, de rechercher, est-ce qu'il y a une cause pour que la prochaine grossesse qui arrive, on met tous les arguments de notre côté pour que la fausse couche n'arrive plus. Maintenant, si au bout de ces investigations, on ne retrouve pas une cause proprement dit, il existe maintenant des moyens de prévention qu'on apporte à la femme en ce qui concerne les médicaments, le soutien psychologique, pour réduire le risque d'une 3e fausse couche, par exemple. Ouais. Mais je pense que quand on va arriver dans le volet prise en charge, on va mieux développer cela. D'accord. Major, ces fausses couches ont bien des conséquences sur les victimes, si je peux les appeler ainsi. Oui, il y a effectivement des conséquences, mais on va dire que ces conséquences sont beaucoup plus psychologiques. C'est vrai qu'il y a des conséquences, on va dire physiques, je sais pas, il y a des conséquences physiques, mais si la prise en charge n'a pas été correctement faite, parce qu'il y a une prise en charge adéquate qui doit être faite après la fausse couche. Raison pour laquelle nous recommandons à toutes les femmes de se rendre toujours dans un centre de santé approprié lorsqu'elles pensent avoir eu une fausse couche pour être correctement prises en charge. Parce que dans beaucoup d'hôpitaux, de centres de santé, il y a des pratiques qui sont faites et qui ne sont pas correctement faites. Et à cause de ces pratiques, ces femmes peuvent avoir beaucoup de conséquences sur leur état de santé et sur le devenir de leur prochaine grossesse. Donc, sinon, dans un cadre où ça a été bien géré, les conséquences sont beaucoup plus psychologiques. La femme qui
peut-être a fait des fausses couches à répétition, comme le docteur vient de signaler, va se retrouver avec la difficulté d'accepter cette situation. Et celle-là qui attendait peut-être son premier enfant après plusieurs tentatives aura également du mal à accepter cette situation. Et aussi, je peux dire qu'avec l'avancée ou alors le changement des pratiques, parce qu'avant, après une fausse couche, on faisait le curettage. Et on s'est donc rendu compte qu'à cause de ce curettage, il y avait beaucoup de conséquences comme les perforations, et ça créait des synéchies et tout ça. Il y a d'autres mesures qui ont été mises sur pied. D'autres méthodes? Oui, d'autres méthodes qui ont été mises sur pied pour mieux gérer les situations de fausse couche. Donc, quand on arrivera à la prise en charge, le docteur sûrement aura beaucoup plus de détails à ce niveau. Docteur, quelque chose avant qu'on ne passe à la prochaine question? Non, je pense qu'elle a... Il y a un autre type de conséquences que j'aimerais également qu'on s'attarde là-dessus. On ne le voit pas, mais ce sont ces stéréotypes. Nous sommes dans une société africaine, on ne doit pas perdre de vue. Ces femmes qui font des fausses couches à répétition, elles sont, je sais pas, on les taxe de tous les noms. On a vu même des mariages brisés et tout et consorts, des familles qui ne parviennent pas à supporter des noms qu'on les qualifie. Comment on gère ce niveau-là? Comment on réussit à les redonner confiance? Et comme j'ai dit tout à l'heure, Justine, la conséquence ici sera beaucoup plus psychologique, justement à cause de tous ces états-là. Mais comme quelqu'un a dit souvent, quand on se marie, on ne se marie pas avec l'enfant. Ouais. Donc, si l'enfant vient dans le mariage, tant mieux. Si l'enfant ne vient pas, je crois que c'est cet amour de l'un pour l'autre qui nous a d'abord unis au départ. Et on ne devrait pas mettre un frein ou alors une barrière à cet amour parce qu'il n'y a pas eu d'enfant. Mais encore, c'est... Elles vous font souvent des confidences qu'elles arrivent à l'hôpital. Qu'est-ce qu'elles vous disent? C'est même préférable d'avoir une femme qui a déjà fait une fausse couche que celle-là, peut-être, qui n'a même jamais conçu. Au moins là, ça te montre que oui, j'ai une femme à la maison, elle conçoit et tout ça. Mais comme je dis, c'est pas forcément la base d'un couple, la base d'un foyer. Donc, c'est vrai que on leur apporte beaucoup de conseils. Il faut beaucoup de conseils, pas seulement à la femme, mais également au partenaire. Parce que si le partenaire, à ce moment, n'est pas un grand soutien pour son épouse, la famille, les amis autour auront beaucoup d'influences négatives dans leur foyer. Et ça s'ensuit beaucoup de divorces et tout ce qui va avec. Donc, comme j'ai dit, il faut un grand accompagnement psychologique. Moi, dans mon cas, généralement, je leur donne mon numéro de téléphone. Et puis, chaque fois, on parle. Et parfois, aussi, comme on a un psychologue à l'hôpital, parfois, je les amène vers le psychologue pour essayer d'échanger un peu avec eux, pour essayer de les aider à mieux accepter la situation et se relever avec beaucoup plus d'espoir, parce qu'il y a toujours de l'espoir. Justement, il y a toujours de l'espoir, mais il faut qu'on rappelle également que c'est ce genre de situation qui a souvent amené les femmes à faire des choses qu'on ne légitime pas ici. On a souvent entendu des gens qui ont piqué des bébés, des gens qui ont fait des choses. Ça arrive, parce qu'on se retrouve dans des situations vraiment un peu, on peut être poussé à faire un peu du n'importe quoi. Donc, et si les hommes qui nous regardent en ce moment, il faut bien qu'ils écoutent vos conseils majors. Maintenant, il est clair que si l'appareil reproducteur est touché, le pronostic de conception peut être réduit. Vous êtes tous d'accord avec moi. Mais maintenant, avant de voir comment est-ce qu'on peut essayer de rehausser ce pronostic de conception-là, on va prendre la chronique du docteur, ce sera tout à l'heure, qui va nous entretenir sur un processus quotidien qu'on a tendance à le croire banal, le lavage des mains, comment le faire, surtout dans ce contexte où le choléra fait encore réapparition dans certains États africains et dans un contexte également où il y a une panoplie de maladies dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Justement, avec le concours de la réalisation, on va prendre après. Aujourd'hui, nous allons parler d'un geste simple, rapide, mais extrêmement important qui est l'hygiène des mains. Et plus particulièrement, nous allons parler de la friction hydroalcoolique. Alors, nos mains sont en contact permanent avec des objets potentiellement contaminés. Donc, elles sont dans l'un des principaux vecteurs de transmission des germes ou alors des infections. Donc, une mauvaise hygiène des mains
peut entraîner la prolifération ou la propagation de certaines maladies comme la grippe, comme les gastro-entérites, comme la fièvre typhoïde dont beaucoup en souffrent dans nos quartiers, comme le choléra qui est un événement majeur de santé publique dans notre pays, comme la COVID-19 qui est l'un des événements marquants d'une des pandémies qui a frappé le monde il y a de cela quelques années. Donc nous voyons après, avec ces maladies la place qu'occupe l'hygiène des mains dans notre quotidien. Alors l'hygiène des mains ici s'applique avec deux techniques qui sont, nous pouvons avoir le lavage des mains avec de l'eau et du savon, et nous pouvons avoir la friction, nous avons la friction avec une solution hydroalcoolique. Alors la friction hydroalcoolique est recommandée avant de prendre son repas. Ça, c'est lorsque les mains sont visiblement propres. Donc, après être entré en contact avec des objets, avec un environnement potentiellement souillé, avec des personnes, après avoir côtoyé des personnes, donc avant de rentrer à la maison ou après être rentré à la maison, le jour pratiquer sa friction hydroalcoolique. Comment il se fait? Prendre sa solution hydroalcoolique, verser un peu dans le creux de la main, utiliser la main droite et frotter la paume de la main gauche avec, utiliser la paume de la main droite et frotter la paume de la main gauche et vice versa, frotter les espaces interdigitaux, enlever tous les bijoux, bagues et autres, frotter le pouce, pratiquer cela pendant 30 secondes jusqu'à ce que la main soit totalement sèche. Alors n'oubliez pas, en quelques minutes seulement, vous pouvez sauver des vies, car une bonne hygiène des mains est un geste ou alors est un réflexe de santé publique. Merci beaucoup à l'ingénieur technico-médical Ngwana depuis la ville de Garoua, c'est dans le septentrion du Cameroun. On revient sur notre thématique. Avant d'aller prendre la chronique du docteur, on parlait de ce pronostic de conception qui savait être réduit avec l'apparition des fausses couches à répétition. Maintenant, comment redonner une lueur d'espoir à ces femmes? Comment on le fait? Alors, merci Justine. En fait, pour la prise en charge des fausses couches, elle est pluridisciplinaire. Et tout à l'heure, vous avez mentionné, il y a un côté anthropologique qu'il ne faut pas ignorer. Parce que le plus souvent, ce sont des dames qui sont abattues. Et il faut toujours amener la femme à se battre, parce que c'est pas facile, hein, de faire ce qu'elle puisse venir dans le bureau de constatation avec son conjoint. Parce qu'ensemble, ils pourront mieux résoudre ce problème par rapport au fait que si elle soit venir toute seule. Parce que le plus souvent, c'est une dame, non seulement sur le plan psychologique, elle a battu, elle a une pression familiale, une pression de la belle famille qui la menace même à la mettre à la porte. Mais il faut faire comprendre au couple, c'est-à-dire monsieur et madame, que la fausse couche, c'est vrai, elle est arrivée, mais il existe des causes. Nous allons essayer de rechercher ces causes-là. Et une fois que nous avons essayé de trouver la cause, nous allons apporter une prise en charge adéquate, ciblée sur l'étiologie de la cause de la fausse couche. Il faut dire également que tout à l'heure, dans les causes, nous n'avons pas mentionné cela, mais il existe des causes environnementales, oui, ce qu'on appelle encore des facteurs de risque. Il faut dire que c'est vrai que quand nous avons cité les causes, la majorité des causes se rapportent à la femme. Mais il faut dire que l'homme aussi peut être concerné par la cause de la fausse couche. C'est très intéressant, docteur. Vous dites que l'homme également a sa part de responsabilité. Voilà, l'homme aussi peut être la cause de la fausse couche. Ça veut dire qu'on a recherché chez la femme, on n'a rien vu, mais le premier vient chez l'homme. Il faut dire qu'en ce qui concerne les facteurs de risque, l'âge maternel, c'est un facteur de risque. Le plus souvent, on s'est rendu compte au bout des études que les femmes qui font plus de fausses couches, surtout à répétition, ce sont les femmes qui ont un âge supérieur à 35 ans. Donc, il faut encourager les femmes, pas à coucher, mais il faut encourager les femmes à éviter de faire des pratiques durant l'âge plus jeune, à éliminer les grossesses parce que dans un futur très proche, elle peut être à la quête de cette grossesse, elle n'en trouve plus.
Alors, lors de nos consultations, nous avons plusieurs exemples comme ça où les femmes qui reviennent à 38 ans et te disent, docteur, ça fait 6 ans que je cherche l'enfant, je ne le trouve pas. Et dans l'anamnèse, l'interrogatoire, vous vous rendez compte qu'il y a au moins 6 grossesses qui ont été interrompues. Donc, c'est déplorable, mais il faut le dire pour essayer de sensibiliser. Parce que bien évidemment, c'est le credo de cette émission, il faut les sensibiliser. Donc, je disais que l'âge, au-delà de 35 ans, c'est un facteur de risque. Il y a l'obésité qui est un facteur de risque. Il y a la consommation du tabac, l'alcool, la caféine. Ouais. Et l'homme, on s'est rendu compte aussi, avec les études qui ont été menées par les sociétés savantes, que chez l'homme, un âge supérieur à 40 ans est un facteur de risque de faire des fausses couches à répétition. Explication, docteur. Alors, on s'est rendu compte chez ces hommes-là que lorsqu'on réalise le spermogramme, on peut avoir au niveau de l'analyse spermogramme la fragmentation de l'ADN spermatique, ce qui fait que après un rapport fécondant, après même une fécondation, l'embryon ne sera pas en capacité d'évoluer vers une naissance vivante parce que la qualité d'embryon lui-même, la qualité n'est pas bonne et l'organisme va se débarrasser de la grossesse. C'est ça qu'on appelle la fausse couche. Et le plus souvent, dans le jargon médical, on parle des aneuploïdies embryonnaires, mais donc la cause peut être essentiellement masculine. Donc c'est toujours mieux, vous voyez que c'est toujours mieux que l'homme et la femme viennent en consultation. Alors, parce que quand vous dites à l'homme que ça peut aussi venir de vous, il va soutenir sa femme, même si ce n'est pas lui. Et quand elle va retenir à la maison les tantes, la maman, la belle-mère, la grand-mère, qui va commencer à crier sur elle, l'on va dire, laisse-nous, c'est notre problème de couple, on va trouver solution à cela. Et comme la consoeur disait, oui, le but, vous êtes bien ensemble, c'est vrai qu'on dit l'homme et la femme vont se mettre ensemble, ils vont faire des enfants, oui, mais il faut savoir que l'enfant aussi, ça ne vient pas toujours quand on veut, ça vient aussi à un moment où on s'attend le moins. Oui. Dans nos consultations, il y a plusieurs cas comme ça, les dames qui ont consulté plusieurs années et un jour, elle vient au bureau, c'est même pas pour ça qu'elle vient. Hein. Et dans les explorations, on est compte qu'il y a une grossesse, elle est surprise, mais pourtant elle est enceinte. Donc, quand une femme vient consulter pour fausse couche à répétition, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut la rassurer. Il faut un soutien psychologique. Et comme elle a dit, si on a un confrère psychologue là, il faut l'accompagner chez le psychologue pour que le soutien psychologique soit bien approprié. Et on s'est rendu compte aussi que les femmes qui ont les fausses couches, quand vous la suivez de façon régulière, de façon rapprochée, ça améliore et ça réduit le risque de fausse couche. Ouais. On dit le plus souvent que pour une grossesse normale, on dit qu'il faut faire le suivi une fois par mois, mais pour les femmes qui ont fait les fausses couches, on ramène cela 2 fois par semaine. Les études ont montré que ça améliore le pronostic de la grossesse. Donc, une fois, ayant dit, on va entrer dans le sujet qui est la prise en charge. Il faut dire que la prise en charge, elle est fonction de la cause. C'est vrai qu'on a dit qu'il y a 50% de fois la cause n'est pas retrouvée, mais quand on trouve la cause, on traite la cause. La première chose, c'est identifier la cause. Une fois qu'elle est identifiée, la prendre en charge. Donc, si je prends un exemple banal, si on se rend compte que c'est une dame qui a fait, par exemple, on fait l'échographie, on fait l'hystérosonographie, on se rend compte qu'elle a un myome sous-muqueux, on va essayer d'enlever ce myome-là pour améliorer la prochaine grossesse qui arrive. Si c'est un polype, on va essayer d'enlever ce polype-là. J'ai pris un exemple. Tout à l'heure, on a cité plein de causes. On va pas arriver sur chacune des causes pour essayer de dire la prise en charge. Donc, la prise en charge est fonction de la cause. Si on a retrouvé une cause, on va prendre en charge la cause. Maintenant, dans les cas des fausses couches inexpliquées, puisque en grande partie, c'est de ça qu'il s'agit, puisqu'on a dit à 75 à 70%, c'est des fausses couches inexpliquées. Il existe des médicaments sur lesquels la femme est mise pour réduire le risque de fausses couches. Alors, une fois qu'elle a fait une fausse couche, je prends un exemple, si elle a fait une fausse couche aujourd'hui, on se rassure que le produit de conception a été évacué complètement. Maintenant, on dit, madame, on va vous suivre pendant un temps. Le plus souvent, c'est 3 à 6 mois. Et pendant ce temps-là, on recherche une cause.
Si on ne trouve pas la cause, on dit également que avant d'avoir un désir de grossesse, il faut revenir nous voir. Là, on parle de la visite préconceptionnelle. Pour vous mettre sur un ensemble, c'est les cas de fausses couches inexpliquées. Pour vous mettre sur un ensemble de médicaments qui pourra empêcher la grossesse future d'être évacuée, de sortir spontanément. Maintenant, je ne vais pas ici, sur place, essayer de citer ces molécules-là, de dire la prise en charge, mais s'il faut dire une chose qui est très importante, c'est que une fois qu'une femme a une fausse couche, il faut qu'elle se dise que c'est quelque chose qui arrive et il faut qu'elle consulte le plus souvent. Parce que, il faut aussi le dire, comme la conseillère l'a dit, il y a les femmes qui viennent à l'hôpital, elles ne savent même pas qu'elles est enceinte. Elle me dit, docteur, ça fait 2 semaines que je saigne, je ne comprends pas. Et quand vous lui dites que madame, allez faire une thèse de grossesse, bon, souvent elle vous prend un peu comme vous êtes un peu fou là, ça veut dire que mais j'ai dit au docteur que ça fait 2 semaines que je saigne, il me dit fais une thèse de grossesse, je ne suis pas enceinte. Mais ce que les femmes ne savent pas, c'est que tout saignement n'est pas égal au menstru, n'est pas égal à la règle. Ça, il faut le dire à celles qui nous écoutent, tout saignement n'est pas égal à la règle. Parce que ça arrive tous les jours, chaque semaine, une femme qui vient, le docteur saigne depuis 2 semaines, dit allez faire une thèse de grossesse, elle vous regarde avec le docteur, j'ai dit que je ne suis pas enceinte. Donc, on ne comprend pas comment elle voit ses règles, vous dit allez faire une thèse de grossesse. Mais il faut qu'elle sache que tout saignement n'est pas égal à règle, n'est pas égal à menstru. D'entrée de jeu, toute personne, tout professionnel de la santé, dès que vous dites je sais, c'est thèse de grossesse. Parce que il y a une pathologie derrière qu'on craint et qui peut être fatale, c'est la grossesse extra-utérine. Donc il faut d'abord écarter. Donc quand on saigne, il faut d'abord écarter une grossesse avant de rechercher une autre cause. Or, cette dame-là qui vient, elle vient parce qu'elle voit ses règles depuis 2 semaines. Vous faites une thèse de grossesse, c'est positif. Elle dit oui, c'est positif. Elle dit oui, c'est positif. Mais quand elle essaie de remonter dans son histoire, elle se rend compte qu'elle a fait les rapports, ça date depuis de 1 mois, et que le saignement date depuis 3 semaines. Est-ce que c'est possible? Mais effectivement, il faut comprendre que tant que, même si vous avez fait une fausse couche, tant que le produit de conception n'est pas complètement évacué, le test de grossesse sera positif et vous allez tout continuer à saigner. Donc la grossesse ne date pas d'hier, la grossesse date de peut-être 2 mois. Mais une fois qu'on a diagnostiqué, pas plus tard que il y a déjà 2 semaines, on avait un cas patent comme ça. Ça veut dire une dame qui est venue là, SCL, et on a fait un test de grossesse, est venu positif. Et plus tard, on s'est rendu compte que c'est une grossesse extra-utérine. Et heureusement pour nous, elle a été opérée et vraiment ça va très bien. Mais elle ne pouvait pas imaginer que c'est une grossesse. Donc, nous invitons les femmes, vraiment, quand elle a un problème en ce qui concerne saignement, douleur, crampes, de venir consulter. Parce qu'il y a aussi des dames que même si elle a un retard des règles, elle fait une test de grossesse avec les urines et le sang, elle prend une test de grossesse à la pharmacie, elle fait une test de grossesse positif, elle ne vient pas consulter. Elle vient consulter peut-être quand elle a les crampes parce qu'elle saigne. Parfois, il peut se faire trop tard. Idéalement, quand on fait une test de grossesse, c'est positif, il faut venir consulter. Quitte à ce que le professionnel de santé vous dit que non, madame, repartez à la maison, revenez dans 3 mois pour qu'on commence les soins prénataux. Mais il faut toujours venir à l'hôpital parce qu'on ne sait jamais. C'est bien dit, docteur. Mais avec la Major, nous connaissons tous le contexte dans lequel nous sommes Major. Quand bien même certaines commencent les consultations prénatales, même au 3e mois, voire 4e mois, est-ce que l'idéal que le docteur voudrait, c'est vraiment... est-ce qu'on est dans un contexte où on peut vraiment atteindre ce pan-là? C'est vrai que beaucoup de femmes s'attardent sur les habitudes. Peut-être pour une femme qui a déjà accouché plusieurs fois, elle se dit que je connais mon corps, les autres grossesses se sont bien passées, je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital trop tôt. Elles attendent, ancienne. Voilà, je suis ancienne. Elles attendent même 6 mois avant de commencer les visites prénatales. Et ce qui est mauvais est que leur comportement a un impact sur celles-là qui sont nouvelles dans les premiers pas. Oui, sur les premiers pas. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, il y a beaucoup de docteurs au quartier, même celui qui n'a jamais fait une formation en santé est docteur. Donc, c'est chacun qui veut éjecter son petit conseil. Sans compter ceux des réseaux sociaux. Voilà, justement, le meilleur conseil, les réseaux sociaux. Et puis, comme l'être humain en nature est beaucoup plus attiré par le négatif, ce sont ces conseils-là que beaucoup de femmes vont essayer de suivre. Et justement, beaucoup ne viendront pas à l'hôpital assez tôt. Mais l'idéal, comme le docteur a dit, c'est que dès qu'on
on a un petit souci ou une petite incompréhension par rapport au fonctionnement normal de notre corps, il est important de se rendre immédiatement à l'hôpital, de se faire consulter et de suivre les recommandations du médecin. Parce que quand on a fini à l'hôpital, on rentre, il faut bien suivre et respecter ces recommandations-là pour le bien-être de notre futur bébé. Sinon, bonjour les conséquences. Et maintenant, pour sortir de ce programme, bien que on a des réalités qui se passent dans la société, mais comme vous dites, l'idéal, c'est qu'à chaque petit bobo, il faut prendre la route de l'hôpital, même si la belle-mère trouvera que vous dépensez trop l'argent de son fils, mais il faut aller à l'hôpital. Maintenant, comment donc prévenir si jamais c'est possible une fausse couche, ou alors quels sont des comportements qu'on pourrait adopter pour ne pas se retrouver dans cette ligne rouge-là? Ok, pour répondre à cette question, je vais aller sur un aspect, on va dire quoi, beaucoup plus, je ne sais pas si je vais dire écologique, parce qu'il est important à la base de maintenir une bonne hygiène de vie, d'essayer de maintenir son corps en bonne santé, en pratiquant des exercices physiques réguliers, surtout quand on est enceinte. Pratiquer des exercices physiques légers en début de grossesse, manger équilibré, faire du yoga, de la natation, parce que ce sont des exercices qui apportent une certaine tranquillité de l'esprit. Parce qu'il faut le dire, le stress aussi peut causer des fausses couches. Donc, une femme qui vit dans un environnement où elle est beaucoup stressée, où elle est toujours en mouvement, elle est trop agitée et tout ça. Oui. J'en veux pour preuve, pour un peu ajouter de l'eau à votre moulin. On a eu une fois, lors d'une organisation, d'une cérémonie de mariage, une dame qui a eu à perdre son bébé comme ça dans le stress de l'organisation et s'est retrouvée à faire une fausse couche. Donc, c'est vraiment avéré ce que vous dites, le stress contre... Oui, le stress, c'est important vraiment d'éviter les situations de stress, surtout en début de grossesse, parce que c'est une étape assez critique, parce que le fœtus est encore en train de chercher à s'accrocher à la paroi à la paroi utérine. Donc, un petit bobo comme ça là pourrait le faire sortir. Donc, c'est vraiment important de respecter ces principes-ci. Et aussi, quelquefois, éviter les rapports sexuels intenses. Je n'ai pas dit éviter les rapports sexuels, mais j'ai précisé les rapports sexuels intenses, surtout en début de grossesse. Parce que les gens qui sont trop gourmands, donc ils doivent un peu diminuer la dose. Oui, surtout chez celles qui ont eu à faire des fausses couches à répétition. Oui. Ou alors celles-là qui ont des menaces de fausses couches. Généralement, on va les conseiller de réduire un peu l'intensité, je n'ai pas dit d'aller sévrer le mari, mais de réduire un peu l'intensité et la fréquence des... Mais elles se servent aussi, c'est pas seulement le mari qu'elles servent. Le docteur qui acquiesce, docteur. C'est pas seulement le mari qu'elle serve, elle se serve, c'est un sevrage du couple. Voilà. Donc, on va essayer de réduire un peu l'intensité et la fréquence des rapports sexuels, parce que ceci aussi peut conduire à des fausses couches. En même temps, puisqu'on a mentionné des causes environnementales, donc elle devrait éviter la consommation de l'alcool, du tabac. Si elle est même autour, parce qu'il y a ce qu'on appelle fumeur passif, si autour d'elle-même, il y a des personnes qui fument, qu'elle sache que la fumée, là aussi, elle inhale, et cela peut être nocif pour son fœtus. Donc, éviter les cadres où il y a des fumeurs, éviter de fumer, éviter de prendre trop d'excitants, ou même d'en prendre, surtout en début de grossesse, parce que c'est très nocif. Docteur, un dernier mot également pour conclure, vous avez... Ok, je pense que ma consoeur l'a si bien dit sur la prise en charge. Ça veut dire, comme on a dit qu'il existe des facteurs de risque. Et la bonne nouvelle, c'est que le plus souvent, l'ensemble de ces facteurs sont des facteurs de risque modifiables. En dehors de l'âge, qu'on ne peut pas, sur votre âge, on ne peut pas modifier votre âge, mais le reste, c'est des facteurs de risque modifiables. La première des choses, c'est qu'il faut éviter ces facteurs de risque. Ça veut dire que si auparavant, vous étiez fumé, vous arrêtez. Si elle fume à côté, vous les évitez. Si vous consommez l'alcool, vous arrêtez. Si vous consommez le café, vous arrêtez. S'il y a une prise de poids, vous êtes obèse, il faut faire l'effort de réduire le poids. Si vous êtes stressé, elle a si bien dit. Mais en dehors de ça, effectivement, il faut une bonne hygiène de vie. Mais surtout et surtout, quand vous avez des fausses couches à répétition, il faut consulter. Parce que si vous faites une fausse couche, 2 fausses couches, 3 fausses couches, et que vous continuez à rester chez vous,
en attendant que les choses vont changer. Ouais, l'effet des prières. Oui, c'est un peu déplorable parce que c'est un peu comme si on dit, vous faites les mêmes efforts et vous attendez un résultat différent. Ça veut dire que vous avez la même habitude de vie, mais vous voulez un résultat différent. C'est mieux de consulter et à l'issue de la consultation, le clinicien va essayer de vous rechercher une cause. Et si on trouve une cause, on va la prendre en charge et on vous suit durant toute la grossesse. Merci beaucoup, docteur. Merci, Major. Merci vraiment de nous avoir assez édifiés sur ce que c'était les fausses couches. J'avoue que moi-même, j'en suis sortie vraiment plein nourrie et je suis sûre que c'est aussi le cas de nos téléspectateurs. Merci à vous tous qui nous avez regardés. Merci à la partie technique et à la semaine prochaine pour un autre numéro.